Bonjour et bienvenue dans ce podcast aujourd'hui consacré à un piège dans lequel beaucoup d'entre nous glissent. C'était une journée vraiment agréable dans mon job numéro 2 et comme d'habitude il y avait beaucoup de sourires, de la bonne humeur, des vannes qui fusent de tous les côtés. Bref, vraiment une ambiance professionnelle et détendue que je chéris de tout mon cœur de sensible relationnel. Et puis, de confidence en confidence avec une collègue, revient cette phrase que j'ai souvent entendue dans sa bouche. J'adore machin, mais quand elle fait ça, c'est vraiment... Et là, toute une série de qualificatifs bien crus et bien visuels. Et en fait, inconsciemment, elle a vraiment tout compris. Je remarque en fait qu'à chaque fois qu'elle apprécie quelqu'un en général, mais qu'il y a un point, une action, une façon de faire qui lui déplaît ou qui ne rencontre pas ses besoins, elle prend toujours 4000 paires de gants comme ça et elle commence sa phrase par une première partie qui signifie qu'elle a de l'affection pour cette personne. Et sans s'en rendre compte, en fait, elle ne tombe pas complètement dans le piège dont nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle scinde 2 points. Elle précise qu'elle aime la personne et puis elle affirme que de son point de vue, l'action que la personne en question pose n'est pas OK. Et donc, au fond d'elle, elle sent que malgré ce que la collègue fait, elle l'apprécie toujours. Et ça, c'est dissocier l'être du comportement. Et le piège dont on va parler aujourd'hui, c'est donc d'assimiler le degré d'amour que l'on éprouve pour quelqu'un à l'accord de ce qu'il dit, fait, ne dit pas, ne fait pas, avec ce que nous validons comme OK. Je répète, le piège, c'est donc d'associer le fait d'aimer quelqu'un à ses actions. Je t'aime si tu fais ça. Je ne t'aime pas si tu fais ça. Et le drame, c'est que très tôt, nous y avons tous été confrontés. Notre cerveau d'enfant a facilement assimilé que certains comportements provoquaient des sourires chez papa, maman, et que d'autres, par contre, généraient des cris, du mécontentement, des punitions et autres joyeusetés. Par exemple, si je m'exécute tout de suite quand on me demande quelque chose, je suis félicitée. Si je prends du temps pour réaliser la tâche demandée, ou pire, si je refuse de la faire parce que je suis fatiguée, par exemple, je vois de vilains yeux noirs me mitrailler le cœur jusqu'à ce que la culpabilité émerge ou que je me sente si nulle de ne pas être à la hauteur. De quoi d'ailleurs on se le demande. Et donc mon inconscient de petit bébé, de petit enfant, il va retenir tout ça. Il ne l'oublie pas. Et pire, une fois devenu grand, le baby-chou intérieur, il continue de mener la danse sans que l'adulte que je suis devenue s'en rende compte. Et du coup, on est persuadé qu'il existe des conditions pour être aimé. Et c'est une croyance que nous engrammons très tôt. Et avec chacun son petit package. D'abord parce que peu d'adultes font consciemment la différence entre le fait d'aimer une personne sans qu'aucune condition n'entre en jeu et les actions que réalise ce même individu. Ensuite, parce que devenant adultes nous-mêmes, personne ne nous apprend à éviter de glisser dans ce piège. En effet, en général, les parents, ils sentent intuitivement que l'amour qu'ils éprouvent pour leurs enfants est indépendant de leurs choix, leurs actions, leurs paroles. Ils le sentent, c'est un feeling. C'est comme un sentiment qui est bien plus intense et qui ne peut pas s'éteindre malgré tout ce que leurs enfants pourraient faire de contraire à leurs espérances. Sauf que si c'est juste une sensation, si c'est pas clairement pensé puis exprimé, surtout aux enfants d'ailleurs, cela ouvre la porte à vraiment des glissades dévastatrices, comme je les appelle, à des
des instants qui vont vraiment être douloureux à vivre. Allez, je te donne un exemple concret. Je le connais bien, il vient de mon expérience personnelle. Peut-être qu'un jour je le développerai un peu plus parce que c'est intéressant à partager. Mais par exemple, sans pouvoir ici donc expliquer avec précision les tenants et les aboutissants de son origine dans mon mode de pensée, eh bien j'ai très vite créé la croyance que si j'avais des kilos en trop, quelques kilos, c'était pas nécessairement 20, etc. Et si j'avais des kilos en trop, je n'avais pas de valeur. Autrement dit, je ne pouvais pas être aimée. Et donc là, clairement, nous sommes bien dans le piège. Il y a des conditions pour être aimé. Et ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, peut avoir une influence sur ce que ressent l'autre à mon égard. Or, ça, c'est une illusion. Je n'ai pas besoin d'être mince, blonde ou brune, grande ou petite, intelligente ou pas, pour être aimée. Je n'ai pas besoin de m'habiller d'une telle façon pour être aimée. Et si l'autre me convainc que j'ai besoin de tout ça, alors c'est ok. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. Et si tu crois que c'est par exemple parce que tu es mince qu'il t'aime, mais réfléchis 2 secondes dans quel piège horrible tu t'enfermes. Où est ta liberté d'être simplement toi? Et parole d'expert, crois-moi sur parole, lorsqu'un homme te dira qu'il t'aime alors que toi, tu te vois avec quelques petits kilos en beurre, tu ne le croiras pas. Ce sera totalement incompatible avec ton mode de pensée. Tout ça est totalement inconscient. Et tu ne pourras ne serait-ce qu'imaginer qu'il est complètement in love de toi parce que pendant des années, tu t'es raconté que seules les femmes minces pouvaient être aimées. Et tu saboteras ce qui aurait pu être une fabuleuse histoire. Et oui, dans le contexte relationnel amoureux, ce piège est effectivement très courant. Et il est surtout un excellent indicateur quant à savoir si j'aime mon partenaire ou si j'aime l'idée que je me fais de lui et à laquelle je n'ai de cesse de l'inciter à ressembler et vice-versa. Avoir des valeurs, des préférences, des envies, c'est normal et humain. Et vivre un amour, par définition, donc totalement inconditionnel, c'est vraiment un immense défi puisque nous sommes par essence parfaitement imparfaits. Évidemment, tout au long de notre vie, nous allons trébucher, prendre des décisions aux conséquences douloureuses, nous tromper, prononcer des paroles acérées, mais aussi réussir, gagner, relever des défis. Tout cela, ça fait partie de notre chemin d'humain. Mais en aucun cas, ça ne doit devenir des conditions à être aimable ou pas. Et à mon sens, pouvoir rappeler à l'autre que ce qui nous a attristés, c'est le choix de comportement qu'il a eu et non pas qui il est, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Bon, en réalité, et ça fera l'objet d'un autre article, c'est le besoin qui n'est pas nourri en nous par l'action de l'autre qui crée la tristesse, c'est pas lui réellement. Mais enfin ça c'est un autre débat. Et peut-être un plus beau cadeau encore, ce serait celui de nous rappeler quand quelqu'un va par exemple nous asséner d'un cinglant et maladroit, tu me déçois, qu'en réalité il avait des attentes vis-à-vis de nous. Et la décision que nous avons prise n'enlève absolument rien à notre valeur. Ma valeur est indépendante de toute action, de toute parole, de toute apparence physique. Ma valeur est. J'ai de la valeur, quel que soit mon poids, mon âge, mon sexe, mon QI, quels que soient mes actes passés, présents et futurs, les ratés et les victoires. Rien de tout ça n'est nécessaire pour que je puisse être aimée. Rien de tout ça n'est nécessaire pour que je puisse être aimée. Sinon, ça ne parle que de désir, d'envie,
de projection, d'attente. En aucun cas, ça ne parle d'amour. Au grand plaisir de te lire ci-dessous, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Prends bien soin de toi, à tout bientôt.